En 2025, la Formule 1 fête ses 75 ans. Non! Dites-moi pas que c'est pas vrai! Et c'est l'occasion de plonger dans les archives des 24 manches du calendrier pour vous raconter quelques-uns des moments les plus marquants de l'histoire de la discipline. Victoire improbable, drame, duel légendaire, la F1 regorge d'histoires passionnantes et ce sont justement ces histoires qu'on va vous raconter tout au long de cette saison 2025. Alors installez-vous confortablement, attachez vos ceintures, on embarque pour un voyage à travers le temps. Roads? We don't need roads where we're going, but we do need a racetrack. Après le tout premier Grand Prix de son histoire, à Silverstone, le 13 mai 1950, la Formule 1 enchaîne directement par une deuxième épreuve sur un autre futur tracé mythique du championnat, Monaco. À cette époque, les calendriers n'étaient pas aussi serrés qu'aujourd'hui, la saison débutait plus tard, au mois de mai, et les épreuves s'enchaînaient donc plus rapidement. Le paddock encore jeune prenait alors ses quartiers dans la légendaire principauté de Monaco, qui connaissait déjà fort bien la course automobile. Grand Prix racing gets new glamour with the inauguration of the Monaco Grand Prix. It is a perfect circuit for Bugattis, and a green one driven by an Englishman, Williams, leads for most of the time. He is, however, challenged, and for a time actually passed by a vast white Mercedes, this difficult and unsuitable car being driven by Caracciola. En effet, le Grand Prix avait été lancé dès 1929, donc bien avant la création du championnat du monde, et ce par un certain Anthony Noguès. Noguès, un haut fonctionnaire monégasque et fils du président de l'ACM, l'Automobile Club de Monaco. C'est aussi à Anthony Noguès qu'on doit les contours de ce circuit unique de par son étroitesse, mais aussi son caractère sinueux de caractéristiques qui tranchent déjà à l'époque avec d'autres tracés du calendrier, comme Silverstone ou Spa-Francorchamps par exemple. Une piste d'un peu plus de 3 km que les pilotes allaient devoir parcourir 100 fois en course, en faisant preuve d'une maîtrise et d'une attention de tous les instants. Et cette première monégasque coïncide avec la première apparition de Ferrari en Formule 1. En effet, comme on l'a déjà évoqué dans un épisode en bref, l'écurie d'Enzo Ferrari avait décliné l'invitation à la manche inaugurale du championnat en Grande-Bretagne pour prendre le départ d'une course de Formule 2 en Belgique. Une Scuderia qui arrivait à Monaco un peu à court de moyens face aux Alfa Romeo qui avaient dominé la course de Silverstone la semaine précédente. Et les débuts de Ferrari furent difficiles, en effet, absente de la première journée d'essai, elle ne pouvait espérer partir sur les 2 premières lignes. En effet, à l'époque, les 2 premières lignes de la grille étaient figées dès le jeudi, 2 lignes qui allaient être monopolisées par la Maserati de González, suivies des 3 Alfa Romeo de Farina, Fangio et Fagioli, et enfin la Talbot du français Étancelin. Le samedi, les Ferrari d'Ascari et Villoresi se plaçaient tout de même 6e et 7e sur une grille de départ composée de 20 voitures avec l'absence de la Maserati de l'Argentin Alfredo Pian qui s'était alors brisé une jambe lors des essais. Dès le premier tour, à la sortie du tunnel, Juan Manuel Fangio mène l'épreuve alors que le peloton s'apprête à aborder le virage du bureau de tabac. Mais le vent violent a projeté une vague jusque sur la piste qui est donc humide à cet endroit. Fangio lui passe sans souci, mais derrière, c'est l'effet domino. Farina perd le contrôle de son Alfa Romeo, tape un mur et bloque la piste. Si certains pilotes parviennent à éviter la monoplace italienne, ce n'est pas le cas de Fagioli qui percute son équipier et provoque une réaction en chaîne avec pas moins de 9 voitures impliquées dans ce qui restera comme le tout premier carambolage de l'histoire de la Formule 1. Un incident spectaculaire, certes, mais qui se terminera miraculeusement sans blessés graves, et ce, malgré les litres d'essence déversés sur la piste. Et puis, à l'époque, on ne neutralisait pas les grands prix comme on le fait aujourd'hui, et Juan Manuel Fangio, continue sa course en tête comme si de rien n'était, enfin presque,
puisque la légende veut qu'au moment d'aborder la zone du bureau de tabac pour la deuxième fois, il remarque que les spectateurs ne regardent pas dans sa direction et comprend alors qu'il y a un danger. Le pilote argentin a alors le réflexe de ralentir et slalom entre les carcasses de ses adversaires, tandis que derrière, Villoresi cale et perd une bonne minute dans l'aventure. À partir de là, la course est dégagée pour Juan Manuel Fangio. Sur les 98 tours restants, il contrôle la course d'une main de maître et après plus de 3 heures, remporte la toute première victoire de sa carrière en championnat du monde. Ascari lui termine deuxième à un tour, offrant à Ferrari son tout premier podium en Formule 1. Et en troisième position, on retrouve le héros local, Louis Chiron, au volant de sa Maserati, à 2 tours tout de même. Si aujourd'hui le Grand Prix de Monaco fait partie des meubles et semble indissociable, voire indéboulonnable du calendrier du championnat du monde, il faudra pourtant attendre 1955 pour le voir revenir durablement dans le championnat. Voilà qui clôture cet épisode, merci d'avoir été à l'écoute, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, à en parler à vos amis, bref, vous connaissez la musique, nous on se donne rendez-vous la prochaine fois pour de nouvelles aventures.